Nicolas, Valentine, les Ouches, les Tines, La radio des villages. On est avec Xavier Roseraine ce matin. Bonjour Xavier Roseraine. Bonjour. Alors depuis dimanche dernier, le second tour des législatives anticipées, vous êtes à nouveau député de la 6e circonscription de Haute-Savoie. Vous qui siégez depuis 2017 à l'Assemblée, sous l'étiquette Ensemble du camp présidentiel, vous avez remporté cette élection avec 58,84% des voix face au candidat investi par le Rassemblement national Charles Prats. Quel est votre sentiment quelques jours après cette réélection dans votre circonscription et plus globalement votre ressenti sur les résultats nationaux? Alors, c'était la première fois qu'on avait au premier tour des élections le Rassemblement national qui arrive en tête en Haute-Savoie sur cette 6e circonscription. Moi, je remercie vraiment l'ensemble des électeurs qui ont voté pour moi au premier et au deuxième tour. Merci également aux deux candidats sortants qui, de suite, le soir même, ont appelé à voter pour moi, Xavier Roseraine, que ce soit M. Dupelou ou M. Roubian. Donc très content de continuer tout le travail qu'on a fait depuis 7 ans. Et quand en plus on commence par une émission de radio à Argentière avec Globule Radio au pied des montagnes, ça ne peut pas être mieux. Et en plus vous avez obtenu des scores particulièrement importants dans la vallée de Chamonix. À Valorcine par exemple, de l'autre côté, c'est là où on a le plus voté pour vous. À Chamonix aussi c'était assez important. Vous qui êtes originaire des Ouches, si je ne me trompe pas, comment vous expliquez cette différence entre des villages comme Sionzier où ça a voté plus pour le candidat du Rassemblement national et la vallée de Chamonix par exemple? Déjà depuis 2017, on a des vraies différences. Alors comme je suis natif de la vallée de Chamonix, j'ai un petit peu plus de notoriété sur la vallée de Chamonix et sur le pays du Mont-Blanc que sur la partie Cluse et à la partie du Gifre, même si depuis 7 ans en fait je suis beaucoup sur le terrain. Et puis naturellement on a aussi des endroits où ça vote un peu plus Rassemblement national parce que peut-être qu'on n'est pas en station, les difficultés sont un peu différentes, on peut retrouver un petit peu d'insécurité et c'est pour ça que Sionzier par exemple ou Maglan votent un peu plus Rassemblement national. Vous le mentionnez plusieurs fois, cette montée du Rassemblement national dans la circonscription mais aussi au niveau national. On l'a vu, les résultats de l'élection de dimanche font que les députés en tête sont ceux du groupe du NFP, mais il y a une évidente percée du Front national. Le groupe présidentiel est plus réduit qu'avant. Comment vous analysez la situation actuelle à l'Assemblée nationale ? Alors la situation, c'est qu'en fait, personne a gagné cette élection et on se retrouve sur quelque chose qui est complètement innovant avec 3 blocs. On a un bloc plutôt à gauche avec le nouveau Front populaire. Nous, au milieu, le groupe majorité présidentielle avec Horizon, le MoDem. Et puis après, à droite, les LR. Et puis le Rassemblement national qui est beaucoup plus nombreux parce qu'ils sont passés de 88 à 143. Très heureux qu'aujourd'hui il n'y ait pas une majorité à l'Assemblée nationale du Rassemblement national. Et donc le président a annoncé hier qu'il fallait que maintenant les parlementaires parlent entre eux pour trouver un gouvernement pour que la France puisse continuer à avancer parce que c'est inédit, on a 3 blocs et si moi ce que je souhaite c'est que le bloc central avec ses alliés à droite et à gauche se rassemblent, on arrivera vraiment à trouver un Premier ministre pour la France. C'est une opportunité, il faut vraiment qu'on y arrive, sinon on va rentrer dans un immobilisme et je redis humblement, personne n'a gagné cette élection. Personne n'a gagné, c'est les mots d'Emmanuel Macron aussi dans sa lettre. Pourtant, les députés du nouveau Front populaire, réclament cette victoire, si je puis dire. Et du côté du camp présidentiel, on entend de plus en plus parler d'une possible alliance avec les Républicains, justement pour surpasser cette coalition du nouveau Front populaire en termes de sièges à l'Assemblée. Y êtes-vous favorable tout simplement avec cette alliance ? Il ne suffira pas de rassembler avec les Républicains, parce qu'ils sont pas assez nombreux, et qu'en plus, si on veut vraiment réussir, il y a 3 blocs, on ne peut pas laisser un bloc de côté. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait le Parti socialiste avec les modérés de gauche, nous au centre, une partie des LR qui auront envie de venir avec nous, et à mon avis ce ne sera pas la totalité. Et c'est pour ça qu'on se laisse quelques temps jusqu'en septembre
pour vraiment trouver ces accords. On se met d'accord sur 5-6 points sur l'Europe, sur le nucléaire, et pendant les 2 prochaines années qui nous amènent à l'élection présidentielle, ça nous permet de continuer à faire avancer la France et pas de mettre la France dans cette insécurité. J'ai bien entendu Mélenchon qui pensait qu'il avait gagné l'élection. Je vous rassure, les chiffres le montrent et les chiffres sont têtus. Personne n'a gagné cette élection. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi, comme vous l'avez précisé avant, que de nombreux candidats investis par le nouveau Front Populaire se sont retirés lors de ces seconds tours des élections législatives dans cette circonscription, mais dans beaucoup d'autres. Des électeurs de gauche ont voté du coup aussi pour des candidats ensemble, pour des candidats de la majorité présidentielle. Est-ce qu'un rapprochement avec le Parti des Républicains, un parti qui est plus proche, on va dire, du Rassemblement national que de la gauche, vous pouvez aussi comprendre que ça fait peur à certains électeurs de gauche qui ont voté pour vous du coup au second tour pour faire barrage à ces idées de droite ou d'extrême droite au niveau de l'immigration, au niveau de tous ces sujets qui sont portés par la droite. Est-ce que vous comprenez que ça peut faire peur à certains électeurs de gauche ? Il ne faut pas faire peur. Les Républicains qui ne sont pas allés avec Ciotti, avec le Rassemblement national, sont des gens qui aiment la République et avec qui on peut très 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 facilement travailler. À mon avis, ce qu'on ne peut pas, c'est travailler qu'avec eux, et ça ne serait pas normal, surtout quand on voit aux élections européennes le bon score de Glucksmann, beaucoup d'électeurs ont été déçus. Certains n'ont pas forcément voté le nouveau Front Populaire, parce que dans le nouveau Front Populaire, il y a malheureusement la France insoumise et des extrêmes. Mais ces électeurs-là, aujourd'hui, il faut qu'ils puissent diriger la France. Et c'est pour ça qu'on ne va pas se tourner que vers les LR, mais on va bien se tourner vers tous les modérés, de la gauche à la droite, et j'espère qu'ils seront très nombreux. Si on ne fait pas ça, on rentre dans un immobilisme, et dans moins de 12 mois, parce qu'il y aura une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Donc si on comprend bien, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est une alliance avec LR, avec le PS, et quel autre parti de gauche? Vous excluez les autres partis du NFP? Non, alors pas les autres partis, bien sûr, tous les partis modérés, on pourra travailler avec eux. On ne peut pas travailler aujourd'hui avec la France insoumise. Moi, pendant 2 ans, je les ai vus fonctionner. Ils sont d'accord sur rien au niveau de l'Europe, ils sont d'accord sur rien au niveau du nucléaire, et en fait, ils veulent du mal à la République. Donc, en fait, on ne peut pas travailler avec eux. Donc tout le monde, excepté le Rassemblement national et bien sûr ceux qui ont rejoint Ciotti et la partie très à gauche qui est la France insoumise. Et aussi pour revenir toujours sur le niveau national, on a aujourd'hui la nomination d'un nouveau gouvernement que tout le monde attend, la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et donc sur cette idée-là d'alliance entre modérés, quelle personne vous verrez à ce poste de Premier ministre? Alors c'est pas moi à le dire, mais j'espère que ça sera quelqu'un de modéré qui sera accepté vraiment par le centre. Et c'est bien le travail qui doit commencer maintenant, jusqu'en septembre, pour qu'en septembre on ait une idée précise d'un gouvernement, à la fois avec des gens de gauche, des gens de droite. Et si on arrive à faire ça, c'est une vraie réussite démocratique. En fait, on peut plus faire comme avant. En fait, les Français nous l'ont dit, ils n'ont pas donné de majorité à personne. Il faut qu'on réinvente. Et moi, ça me plaît beaucoup parce qu'on est les seuls pays en Europe où on a toujours ce fait majoritaire. On n'est pas capable d'avoir de faire des compromis, des coalitions ensemble pour l'intérêt de la France. Et on a une opportunité de le faire là, il faut vraiment le faire. Il y a toujours la question du logement dans la vallée de Chamonix principalement, du Airbnb, de jeunes chamoniards qui sont obligés de s'exiler entre guillemets pour trouver un logement. Est-ce que vous faites toujours le même constat et comment on peut résoudre, on va dire, cette situation? Je suis très heureux d'avoir été réélu, simplement pour continuer à faire ce qu'on avait fait sur le logement. Sur la Haute-Savoie, je fais une petite parenthèse, les 6 députés sortants ont été réélus et c'est vraiment une fierté. Ça montre que la Haute-Savoie a vraiment résisté, cette terre de résistance a résisté aux extrêmes. Pour revenir sur le logement, s'il n'y avait pas eu la dissolution, on était le 20 juin, était prévue une commission mixte paritaire, ça veut dire des députés et des sénateurs qui discutent ensemble et qui se mettent d'accord sur le texte de loi sur la régulation des meublés de tourisme. En gros, ce qu'on appelle les Airbnb.
c'est bien d'avoir des Airbnb parce que ça a permis ici, à Argentière ou partout dans nos stations au pays du Mont-Blanc, de commercialiser des lits froids. Et donc la commercialisation par Airbnb, elle est très efficace. Mais ce qu'il faut éviter, c'est pas celui qui a un Airbnb et qui le loue, parce que c'est un revenu complémentaire et c'est nécessaire, mais c'est cet immeuble entier avec une boîte à clés en bas et des gens qui font de l'optimisation fiscale. Donc ça, il faut vraiment qu'on travaille dessus. Et c'est pour ça que cette loi aurait permis de pouvoir réguler à la main des maires qui voudraient le faire avec le conseil municipal, de pouvoir dire j'accepte X Airbnb et je peux mettre des quotas. Et ça, c'était très attendu. La deuxième chose qui était attendue, c'était créer sur les plans locaux d'urbanisme des zones de résidence principale. On aurait des zones sur nos plans d'urbanisme qui seraient autorisées qu'à la résidence principale à la construction. Donc ça, c'est possible et c'est une idée qui était aussi dans le texte. Et puis la troisième, fiscalement, il faut que quand quelqu'un loue à l'année, ça soit plus intéressant fiscalement que de louer à la semaine. Parce que oui, il y a cette question du prix aussi des loyers, en dehors de cette tension au niveau de juste trouver un logement. Il y a cette question des prix qui devient insoutenable pour beaucoup de chamoniards. Est-ce que là, en tant que député à l'Assemblée, il y a des leviers aussi, je ne sais pas, au niveau de l'encadrement des prix, etc. Alors, donc cette loi qui arrivait aurait permis dans tous les cas de libérer un certain nombre de logements qui aujourd'hui sont loués à la semaine d'être loués à l'année. Donc mathématiquement, ça faisait tomber les prix. Donc il faut jouer sur les prix de la location, mais il faut aussi jouer sur le neuf, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui habiter ici ou acheter ici, parce que c'est trop cher. On est à plus de 10 000 euros de mètre carré sur la vallée de Chamonix. On est sur des prix parisiens. Et donc c'est pour ça qu'il y a un outil qui s'appelle le bail réel solidaire, qui permet à des communes d'acheter le terrain, de rester propriétaire du terrain. La personne achète son logement, mais elle est propriétaire que de son logement. Elle n'est pas du tout propriétaire du terrain. Ça lui permet d'acheter moins cher et surtout ça permet de dire que ça sera forcément de la résidence principale et pas de la résidence secondaire. Je voulais aussi revenir avec vous, on s'écarte un peu du niveau local, on retourne au niveau national sur la montée du Rassemblement national qui s'est vérifié aux élections européennes et aux élections législatives. Du coup, même si vous le répétez comme le président, personne n'a gagné à ces élections. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête en nombre de sièges. Est-ce que pour vous, c'est aussi peut-être dû au débat qui était mis en avant lors de ces derniers mandats, notamment, quand je dis ça, je pense à la loi Asile-Immigration qui a choqué beaucoup d'électeurs de gauche, peut-être beaucoup de gens aussi dans la vallée de Chamonix, quand on sait que c'est une zone entre trois pays, une terre d'échange, une terre aussi où on fait appel à beaucoup de main-d'œuvre étrangère, que ce soit pour la construction du tunnel du Mont-Blanc, au-dessus de Valorcine, pour le barrage des Mossons, mais même dans les cuisines des hôtels, dans les services de ménage. Est-ce que pour vous, c'était la priorité de ce mandat, de mettre des thèmes comme ça en avant et avec lesquels l'extrême droite s'est saisie de ces opportunités ? Cette loi Asile et Migration, moi je l'ai trouvée réellement intéressante parce qu'elle permet de mieux accueillir les gens qui doivent venir sur notre territoire et de pouvoir dire à des gens qui n'ont pas l'autorisation d'y être de repartir plus vite. Aujourd'hui, ça fonctionnait mal. Aujourd'hui, on accueille des gens, on les laisse dans l'incertitude et puis au bout de 12 ou 24 mois, quand ils ont commencé déjà à travailler, à faire des liens, on leur dit mais vous devez repartir chez vous, donc c'est pas possible. Et la loi Asile et Migration permet aussi, dans les métiers en tension comme dans la restauration, etc., des gens qui sont là depuis longtemps, leurs enfants sont scolarisés, et bien ça permettait dans ces métiers-là de régulariser et c'est vraiment nécessaire. Combien de personnes aujourd'hui travaillent sur un statut qui est pas régulier et qui sont là depuis longtemps, leurs enfants sont dans nos écoles. Il faut aller sur cette régularisation parce que c'est des gens qui sont intégrés, qui veulent travailler en France et il faut vraiment qu'on les accueille comme il faut. Donc cette loi Asile et Migration, elle n'avait pas ce côté répressif que certains voulaient montrer. Elle avait un côté on accueille mieux, dignement. Mais par contre, on est plus ferme sur les gens qui n'ont pas à être en France et qui ne travaillent pas ici. Oui, il y avait quand même ce côté un petit peu fermeté avec les personnes qui étaient en infraction pour faciliter leurs expulsions. Il y avait eu aussi ce débat sur l'AME, l'aide médicale d'État, dont l'extrême droite et les Républicains d'ailleurs voulaient la suppression.
Au niveau local, l'extrême droite a fait de bons scores aussi, comme je le disais. Est-ce que je le disais, il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère, que ce soit des personnes issues du continent africain, d'Amérique du Sud, qui travaillent dans la vallée de Chamonix, qui font tourner cette industrie du tourisme. Est-ce que vous avez un message pour eux éventuellement, avec cette montée de l'extrême droite, ces thèses, on va dire, racistes de l'extrême droite, pour eux qui ont vécu ça, qui ont vécu ça peut-être assez mal? La semaine dernière, juste après l'élection, je me suis dit une chose, je me suis dit il faut que je comprenne pourquoi, même au deuxième tour, même si je fais un beau score, on a encore tant de pourcents qui votent Rassemblement National. Donc dès septembre, en fait, je vais faire une réunion, et j'espère que j'aurai du monde, avec tous ces gens qui ont voté Rassemblement National, en leur disant mais venez m'expliquer pourquoi ici, au pied du Mont Blanc, vous avez fait ce vote, et en toute transparence, parce que il doit y avoir plein de raisons différentes, mais je veux arriver à comprendre, parce que on n'a pas d'insécurité énorme, même s'il y a quelques points sur la circonscription où c'est plus compliqué. On a plutôt une activité touristique et économique industrielle qui est plutôt bonne. Donc il faut que je comprenne pourquoi ces gens-là ont voté Rassemblement National. Avant, historiquement, vous aviez la gauche et la droite. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à recréer peut-être la gauche et la droite, parce que quand vous êtes contre le gouvernement en place, vous avez plus qu'une possibilité, soit vous votez extrême gauche, soit vous votez extrême droite. Donc il faut qu'on recrée peut-être ces idées un peu de gauche, un peu de droite, et que les gens puissent choisir, et qu'ils n'aient pas un choix entre soit le centre, soit les extrêmes. Vous mentionnez extrême droite, extrême gauche, c'est quel parti que vous rangez dans l'extrême gauche? Alors la France Insoumise. Et je rebondis justement par rapport à ça, parce que je dois rappeler que le Conseil d'État a rendu une décision en disant que le RN était bien classé comme faisant partie de l'extrême droite, tandis que LFI est classé étant un parti de gauche. Et donc vous êtes en désaccord avec ça? J'ai eu beaucoup cette discussion-là, parce que quand je parle d'extrême gauche, je parle du parti. Vous savez, vous avez toujours des gens avec qui on peut discuter. Moi, pendant 2 ans, à l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas discuter avec la France Insoumise. Et je maintiens que c'est un mouvement extrémiste et qui ne veut pas faire du bien, de mon point de vue, à notre économie, à nos citoyens et à l'Europe. Et j'en suis certain. Donc, les organismes peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, on a 2 extrêmes. On a le Rassemblement National et la France Insoumise. Et je ne classe pas, bien sûr, tous les gens de gauche en extrême. Et loin de là, parce que je suis très, très respectueux. Et je pense vraiment qu'on peut avoir une politique économique qui fasse attention à ses salariés, comme moi je le fais dans mon magasin de sport aux Ouches, où quand l'entreprise fonctionne bien, tout le monde gagne et on partage la valeur. Et puis quand c'est un peu plus compliqué, on essaie de protéger nos salariés. J'aimerais revenir maintenant un peu plus sur les sujets locaux. On a évoqué cette question-là du logement. Il y a aussi une question de l'écologie qui concerne la vallée du Mont Blanc assez fort, parce qu'on est quand même à un point où on observe le changement climatique directement. Moi, je me pose la question de quel thème vous allez porter à l'Assemblée sur ce point-là. Le thème principal que je voudrais continuer à porter, c'est réussir la transition touristique et écologique de nos stations. Moi, je suis né à Chamonix, le glacier des Bossons, le glacier de Tacona et la mer de glace, je les ai vus, mais vraiment disparaître. Donc le réchauffement en montagne, il est 2 fois plus important que sur le reste de la France. J'ai eu un débat incroyable sur France 3 avec le candidat Rassemblement National, qui sont des gens climato-sceptiques. En fait, on sait ce qui va nous arriver, on sait qu'on pourra faire du ski, mais pas partout. Dans la vallée de Chamonix, ça sera encore possible. Sur la circonscription, il y a plein d'endroits encore, ça sera possible. Mais si maintenant qu'il y a encore de l'argent l'hiver dans l'activité, on n'en profite pas de prendre cet argent pour faire la transition, on va se réveiller avec vraiment une grosse déception. C'est mes grands-parents qui disaient, c'est par beau temps qu'on doit refaire son toit. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il y a encore de l'argent
et qu'on doit s'occuper de la transition. Quand il n'y aura plus d'argent, ça sera plus possible. Donc on a de la chance parce qu'on a une double saison, été et l'hiver. Je suis certain que l'été, nos stations de montagne seront aussi un refuge parce qu'il fera un petit peu moins chaud qu'ailleurs. Mais il faut s'en occuper maintenant. Et donc ce que je voudrais faire à l'Assemblée nationale, c'est continuer à avoir une loi pour faire cette transition en montagne. Quand vous parlez de transition en montagne, est-ce que vous pourriez un peu préciser? Parce que moi j'ai l'impression à vous entendre que vous parlez de la transition au niveau du tourisme, parce que donc on a effectivement, comme vous le dites, un tourisme d'hiver qui rapporte beaucoup d'argent, et donc peut-être penser à déplacer certaines activités, mais comment faire pour préserver nos montagnes, nous préserver de changement climatique? On a l'UTMB cette année qui a réservé ses places, une partie de ses places aux personnes qui viennent par exemple en train pour faire l'UTMB. Est-ce qu'il y a aussi cet enjeu-là du transport, de comment on accède à la vallée? L'empreinte carbone d'une station, vous le savez mieux que moi, 50% c'est le transport. Donc il faut qu'on favorise les gens qui viennent en train ou tout ce qui pourrait être décarboné. Et puis 20% c'est le logement. Sur le logement, on a 50% de nos logements en montagne, qui sont des logements qui datent souvent des années 60-70, qui sont des passoires thermiques. Donc une fois qu'on aura travaillé sur le logement décarboné avec le train, moi je remilite pour que le train de nuit qui existait entre Le Fayet et Paris, qui a été arrêté en 2016, soit un des premiers à revenir. En fait, on a complètement arrêté la politique des trains de nuit, on n'a plus de matériel roulant, on est en train de les refabriquer, et j'espère qu'on sera dans les premiers pour cette ligne-là, parce qu'elle sert pour les touristes, mais elle sert aussi pour les gens qui doivent aller travailler, comme moi, quelques jours à Paris chaque semaine, et on peut aujourd'hui faire du télétravail. C'est pour ça que nos montagnes, dans la transition, il y aura aussi une vie à l'année plus importante. Pour répondre précisément à votre question, il faut aussi qu'on s'occupe de nos forêts. Ici, avec ce qu'on appelle le scolite, vous savez, c'est ce papillon et ces vers qui se mettent et qui font mourir nos épicéas, nos sapins. Il faut qu'on s'en occupe, il va falloir qu'on replante. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut qu'on replante parce que personne n'est d'accord scientifiquement sur ce qui va tenir, pas tenir. Donc il faut qu'on essaye, il faut qu'on se mette d'accord avec les scientifiques. La biodiversité, le changement va trop vite. On va avoir une perte de biodiversité importante. Donc il faut qu'on continue avec Natura 2000 et avec nos réserves naturelles à protéger tout ce qu'on doit protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement le tourisme. Et moi je suis certain que les deux ne sont pas incompatibles. Mais il faut prendre des décisions un peu drastiques. Merci beaucoup Xavier Roseren d'être venu sur le plateau de Globule Radio. Est-ce que vous savez déjà quand vous allez retourner à l'Assemblée ? Alors dès la semaine prochaine, on est sur la mise en place des groupes pour savoir. Et puis le 18, 19 et 20, c'est l'installation de la présidente ou du président de l'Assemblée nationale. Alors là, ne me posez pas la question parce que j'ai aucune idée de qui ça peut être, parce qu'on a 3 blocs et là il faudra qu'il y ait un accord. Et pourquoi pas Yael Braun-Pivet qui était déjà présidente, qui pourrait peut-être rassembler un peu tout le monde. Donc ça sera l'installation. Après, naturellement, il y aura une coupure et on reprendra en septembre. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on aura un nouveau gouvernement. Et j'espère qu'il sera vraiment de la gauche à la droite et qu'il pourra rester en place longtemps. Ça veut dire qu'il sera consensuel. Merci encore en tout cas pour votre disponibilité. On sait que vous avez un emploi du temps très chargé et vous le voyez aussi des petits stickers Globule Radio sur le plateau. Pourquoi pas à coller dans l'hémicycle sans... Ou dans votre nouveau bureau, on a compris que vous déménagez. J'en amène un. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup.